Bonjour à tous. Enchanté d'être avec vous. Merci d'être avec nous pour 1 heure aujourd'hui pour ce webinaire français autour de Calas PDF Toolbox. Au niveau du mode opératoire, bien, on vous propose de poser vos questions sur PDF Toolbox tout au long de la présentation que fera Christian, qui est avec nous aujourd'hui. Vous allez voir, la présentation est structurée en 6 parties. Donc, posez vos questions quand vous le souhaitez tout au long de la présentation, et à la fin de chacune des parties, eh bien, nous répondrons aux différentes questions qui ont été posées. Non pas dans le chat qui est désactivé, mais vous allez voir en bas à droite un bouton questions, et c'est là que vous pouvez poser vos questions. Donc aujourd'hui, Christian est avec nous, qui s'occupe du Customer Success chez Forpease. Et Arnaud, je m'occupe de la France pour Forpease. Il y a également Cindy du marketing qui s'occupe de la partie logistique aussi. Il y a des problèmes de connexion ou des problèmes techniques par rapport à la présentation. N'hésitez pas également à envoyer ces remarques dans la partie questions, et Cindy s'occupera des éventuels problèmes techniques. Voilà, donc c'est parti, présentation de Calas PDF Toolbox pendant 1 heure. C'est un webinaire d'introduction. Et je laisse la parole à Christian. À toi, Christian. Merci Arnaud, bonjour à tous. Merci de participer aujourd'hui à ce webinaire d'introduction à Calas PDF Toolbox. Aujourd'hui, nous allons effectivement parler de PDF Toolbox, donc dans une introduction assez globale et générale. Donc, pour certains noms que je vois ici et que je connais qui sont déjà des grands spécialistes, il y a des choses que vous allez voir que vous connaissez déjà. Néanmoins, c'est une bonne introduction. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez vous rappeler ou dire « Ah tiens, c'est vrai qu'on peut faire ça avec Calas ». Donc aujourd'hui, dans cette partie-là, l'idée, c'est de venir vers une idée assez globale qui est de dire on a des PDF, on a des problèmes éventuellement avec nos PDF, ou on a des choses à faire en production. Eh bien, aujourd'hui, on va vous montrer comment résoudre ces problèmes potentiels de PDF avec PDF Toolbox. Très rapidement, et juste pour remettre ça en lumière, donc PDF Toolbox est un produit qui existe dans plusieurs versions. Donc une version PDF Toolbox Desktop, qui est la version pour accès direct pour un utilisateur, de cliquer et agir directement. Et puis 3 versions automatisées. PDF Toolbox Server à base de hot folder, PDF Toolbox CLI, qui est la partie en ligne de commande qu'on utilisera par exemple si on veut automatiser avec Switch, et puis PDF Toolbox SDK, qui est une bibliothèque dans ce cas-là, qui permet d'intégrer la technologie de PDF Toolbox dans un progiciel, par exemple, beaucoup plus complet. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que le périmètre fonctionnel de toutes ces versions est très largement identique. Donc, ce que vous pouvez faire dans l'un, vous pouvez le faire dans l'autre. Et donc, aujourd'hui, nous, on va utiliser PDF Toolbox Desktop pour vous montrer les différentes fonctionnalités. Tout ce que l'on montre ici de manière interactive est évidemment automatisable à l'aide des 3 autres modules serveur CLI ou SDK pour l'automatisation. Au niveau des plateformes sur lesquelles le logiciel est disponible, il est disponible pour la partie desktop sur Mac et sur Windows, et pour la partie automatisation sur Mac, Windows et Linux. Donc cela vous donne un grand panel de systèmes d'exploitation pour utiliser PDF Toolbox. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va vous présenter 6 moteurs que contient PDF Toolbox. 6 thèmes, on va dire, mais qui correspondent à 6 ensembles fonctionnels qui existent dans PDF Toolbox. PDF Toolbox, de base, part du Preflight. C'est un outil de Preflight. La première version, où on va dire l'antécédent de PDF Toolbox, c'était PDF Inspector. Et c'était clairement l'objectif de faire du contrôle en amont de fichiers. Donc ça, c'est le premier ensemble qui est très important dans l'outil. On va évidemment
parler de couleurs, puisque qui dit PDF dit évidemment impression dans notre cas et donc besoin de couleurs. La notion de page et de fond perdu. Donc, on verra tout ce qu'on peut faire autour des pages et de la notion de fond perdu. On a la possibilité d'ajouter du contenu sur un fichier PDF et on parcourra cette partie aussi. L'imposition, qui est un moteur très, très important de PDF Toolbox. Et vous verrez que l'imposition, c'est de l'imposition au sens que l'on connaît, mais aussi il y a tout un ensemble de fonctionnalités ou de résultats ou de traitements que vous pouvez faire en utilisant le moteur d'imposition. Et c'est plutôt intéressant de se rendre compte qu'on peut faire bien plus que de l'imposition avec le moteur d'imposition. Et enfin, la notion des formes, qui sont donc des objets qu'on peut rajouter et sur lesquels on peut s'appuyer pour faire un certain nombre de traitements. Attaquons donc avec le Preflight, la base de PDF Toolbox. Donc, le Preflight, contrôle en amont en français, c'est effectivement tout un ensemble de profils qui ont été déjà écrits pour vous ou que vous pouvez écrire par vous-même avec vos propres réglages. Mais ce qui est important, c'est que Calas fait partie d'organismes de spécification tels l'ISO, ou dans l'ISO, ils font partie des groupes de travail sur la partie PDF, normalisation PDF, et en particulier pour nous, ce qui nous intéresse sur la partie PDFX, et également le Gentour Group, qui est un organisme de spécification internationale qui base ses spécifications et ses best practices sur les normes ISO. Donc, toutes ces normes sont supportées dans PDF Toolbox et sont déjà préétablies. Donc, dès que vous installez le logiciel, vous avez accès à tous ces profils qui ont déjà été définis pour vous. Et puis, vous avez toute une partie de contrôle et de correction additionnelle qui vous permet de faire vos propres contrôles ou vos propres corrections pour des besoins qui soient spécifiques au traitement que vous faites. Qui dit Preflight dit rapport de Preflight. Et un rapport de Preflight, c'est une mise en forme du résultat du contrôle en amont. Et ce qui est intéressant avec PDF Toolbox, c'est qu'on peut vraiment personnaliser son rapport jusque dans les moindres détails. Donc, ce n'est pas simplement un rapport que l'on peut dire, qu'on peut avoir en anglais, en allemand, en français, en italien et autres. Ça, on peut évidemment le faire. Mais il y a aussi toute la mise en forme qui peut être complètement différente. Donc ici, par exemple, vous avez une certaine mise en forme sur laquelle vous voyez une vignette qui représente le document en question. Et puis, vous avez des informations qui apparaissent sur son nom, le nombre de pages, etc. Et le statut du Preflight, qui ici est une croix rouge, qui veut dire qu'il y a eu un souci. De la même manière, on aurait pu avoir une mise en forme différente sur laquelle on montre ici, par exemple, le recto et le verso du document avec certaines métriques. Et puis, une mise en forme différente par rapport à l'étagement des informations que l'on ramène dans le rapport. On pourrait aussi, par exemple, mettre en lumière une séparation particulière. Ici, c'est ce qu'on a, c'est une étiquette, et on a mis en particulier, à côté de l'étiquette montée, on voit le ton direct qui correspond au tracé de découpe pour pouvoir l'identifier très facilement dans le rapport. Donc ça, ce sont les rapports qui sont, je vais dire, à destination des humains, voilà, qu'on puisse lire, nous, et qu'on puisse interpréter et comprendre ce qui s'est passé. Évidemment, dans le cadre d'une automatisation, on peut aussi avoir besoin de générer des rapports qui sont plus utilisables par une machine, moins lisibles par un humain, et qui permettent d'utiliser les résultats du rapport de contrôle en amont pour faire certaines actions, par exemple lors d'une automatisation switch, par exemple. Donc ici, vous avez par exemple un rapport de type XML, et il existe aussi la possibilité de faire un rapport JSON. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut générer plusieurs de ces rapports simultanément. C'est-à-dire que vous pouvez générer un rapport de type visuel
sous forme PDF qui est très succinct pour le client final, qui pourrait être très détaillé pour vos équipes en interne avec des informations qui soient beaucoup plus techniques et qui sont importantes pour l'atelier de fabrication. Et également, peut-être un rapport JSON qui sera utilisé par un automate un peu plus loin dans votre flux de production. Prenons un exemple ici dans le Preflight où on a la possibilité d'injecter des données dans un Preflight, c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement figé et on doit avoir duplication de profils de contrôle en amont. On peut parfaitement avoir l'utilisation de variables. Donc ici, par exemple, imaginons qu'on a une boutique web, on va avoir des bâches à produire. Eh bien, on va poser la question au client quelle est la largeur et la hauteur de la bâche. Et les informations qui vont être saisies dans le portail web vont être récupérées par le profil de Preflight comme des variables pour créer le contrôle. Donc ici, on a effectivement une injection de valeurs qui est extrêmement simple, qui évite d'avoir des choses fixes. Mais on peut aller aussi beaucoup plus loin. Ce n'est pas ce qu'on traitera ici aujourd'hui, mais c'est important à savoir. Toute la partie variable de PDF Toolbox se base aussi sur un moteur JavaScript, ce qui permet d'avoir la possibilité de créer des calculs ou des conditions, tout un ensemble de lois programmatiques qui permettent de définir des variables autrement que simplement par une valeur fixe. Alors, allons rapidement sur de la démo. Donc ici, vous montrez par exemple un rapport de Preflight, comme je le disais tout à l'heure. Donc vous voyez ici, vous avez en première page une vignette, vous avez du texte avec des informations, le statut de Preflight, et puis des informations qui concernent le Preflight lui-même, ce qu'on verrait directement dans l'outil, ce que je peux faire d'ailleurs ici directement, c'est-à-dire que si ici, effectivement, j'analyse mon fichier, je vais avoir ici une réponse qui va me montrer quels sont les problèmes qui ont été détectés dans le fichier. Et c'est exactement ce qu'on retrouve ici dans notre rapport, et puis des informations plus générales. Et puis, on peut avoir différentes pages, comme ici, on a une deuxième page sur laquelle on sort la liste des séparations utilisées par ce fichier, qui ici, en l'occurrence, est en quadrichromie, avec ici, en plus, le taux d'ancrage. On peut avoir aussi des visualisations de certains ensembles. Ici, on a choisi de visualiser, par exemple, la couverture d'encre. Donc, on peut voir qu'il y a certaines zones ici qui posent problème dans le document par rapport à l'impression que l'on veut faire derrière. On peut aussi sortir séparation par séparation. Donc ici, encore une fois, comme le fichier est CMJN, on se retrouve avec 4 séparations. Si on avait des séparations en ton direct, on aurait également une imagette pour le ton direct correspondant. Et ici, on a la visualisation du fichier tel que nous l'avons ici dans le logiciel. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant parce que ça permet effectivement de créer des rapports de Preflight qui correspondent vraiment aux besoins qui y est, c'est-à-dire de ne pas rentrer trop dans le détail, mais de mettre des choses qui soient très visuelles pour le client final ou d'avoir des informations qui soient extrêmement détaillées pour la partie des gens en interne qui ont à faire des corrections, par exemple. Voilà, donc avant de passer peut-être au thème suivant, qui sera la couleur, je ne sais pas, Arnaud, s'il y a des questions qui ont été remontées pour l'instant. Oui, il y a une question, c'est à propos du scripting. Est-ce qu'il est possible de scripter les profils de Preflight? Oui, dans le sens, est-ce qu'on peut avoir, comme je disais tout à l'heure, d'avoir des choses au niveau JavaScript pour faire des calculs, pour faire du conditionnel en fonction de certaines informations que l'on récupère d'une boutique web, d'un MIS ou d'un ERP? Oui, c'est parfaitement possible. Et donc, c'est basé sur le langage JavaScript, ce qui veut dire que c'est tout à fait standard. Il n'y a pas de langage qui soit propriétaire à ce genre d'action.
Très bien. Pas d'autres questions a priori sur ce sujet-là. Ok, super. Alors, la couleur. Encore un thème assez intéressant et important quand on fait du print. Donc, au niveau de la couleur, je vais commencer par agresser vos yeux avec un magnifique vert très flashy. Imaginons RVB et qu'on va vouloir imprimer. Et donc, à ce moment-là, on va avoir besoin d'un mécanisme pour passer d'un système à l'autre. Donc, globalement, si on est de RVB et qu'on va aller vers du CMJN, on va utiliser des profils ICC, donc standard. Donc, tous les profils ICC sont supportés par PDF Toolbox. Et on peut avoir aussi le cas de faire de la conversion de CMJN vers CMJN, où dans ce cas-là, on ira plus vers l'utilisation de profils de liaison, hein, de Device Link, même si ça marche aussi dans le cadre de RVB vers CMJN, ce qui serait le cas ici par rapport à cette slide. Et cette conversion va permettre typiquement de faire des choses, de transformer d'un standard US SWOP, par exemple, à un standard Europe ISO-Cotide V2 ou PSO Cotide V3, par exemple, à l'aide de profils Device Link qui sont produits par d'autres outils. Donc, soit ce sont des profils Device Link qui ont été créés par des outils de profilage, soit on peut utiliser des device links qui sont fournis avec PDF Toolbox. Donc, vous avez tout un ensemble de conversions justement typiques de CMJN à CMJN, d'un référentiel à un autre, Cotide vers Uncotide, US vers Europe, Europe vers Japon, etc. Et aussi d'ailleurs des profils de conversion RVB vers CMJN. Mais l'outil en tant que tel n'est pas un outil de caractérisation. Donc, il ne créera pas de device link. Il peut utiliser tout device link qui est non protégé, fait par d'autres outils ou ceux, encore une fois, qui sont intégrés au logiciel. Au niveau de la couleur, on va aussi avoir le cas d'avoir à traiter des tons directs. Donc ici, par exemple, on a le rouge Calas qu'on peut avoir dans un document à traiter pour y changer son apparence parce que son alternate ne correspond pas à ce dont on a besoin. Et donc ça, on a la possibilité sur un ton direct de changer l'apparence du ton direct au sein de PDF Toolbox. On peut aussi avoir besoin de remapper un ton direct vers un autre ton direct. Donc ici, on pourrait dire tout ce qu'on a dans la couleur rouge Calas, on le passe dans le bleu PDF Toolbox. Donc ça, c'est les fonctionnalités de remapping font aussi partie de l'outil. De la même manière que l'on peut avoir besoin de convertir en CMJN, si tant est que, par exemple, on n'imprime pas avec les tons directs, avec donc soit la valeur CMJN qui est en alternate du ton direct lui-même, soit avec des tables de remappage que l'on peut directement définir dans PDF Toolbox pour faire des conversions tout à fait particulières. Alors, à nouveau, un peu de démo. Donc ici, retourner dans l'outil. On va prendre, par exemple, ici un fichier avec un tracé de découpe. Donc là, ça va être assez intéressant de regarder. Voilà, ici, j'ai un tracé de découpe qui s'appelle Die-Line dans ce cas-là, mais qui aurait pu avoir d'autres noms. Il se trouvait aussi en magenta. Ici, ce qu'on va faire justement par le remapping, c'est qu'on va changer le nom de ce tracé de découpe pour qu'il soit reconnu par la machine, parce que la machine, par exemple, ne connaît que le tracé de découpe cutline, et si elle voit qu'il s'appelle cutline, elle sait que c'est un tracé de découpe, et on va la passer dans une autre couleur. Donc ici, on va faire la correction. Voilà, et vous voyez qu'ici, maintenant, ça s'appelle cutline et c'est passé en cyan. Hein. Donc, on peut le voir maintenant. Voilà, vous voyez que vous avez bien le cutline qui est ici en cyan et en surimpression
de l'étiquette, on va dire, du sticker ici. Voilà. Donc ça, c'est une chose que l'on peut faire. On a possibilité de faire des conversions. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on parlait de CMJN, de RVB, mais le moteur est aussi capable de faire tout ce qui est multichromie. Donc, si vous avez un profil de liaison qui est capable de convertir dans un profil comme ici, indigo, 7 couleurs, c'est tout à fait réalisable. Ici, je vais vous montrer un autre exemple. Je vais vous convertir ici. Donc, pareil, on peut regarder les tons directs. Voilà. Donc, ici, on a… pardon, on n'a pas de ton direct, je dis une bêtise, excusez-moi. Voilà, on a un fichier qui est ici en CMJN, mais on veut générer justement un ton direct, c'est-à-dire qu'on veut transformer le gris qui ici on a dans le fond vers un ton direct d'une couleur que notre CTO David Van Driesch adore particulièrement. Donc, vous n'allez pas être surpris de voir que cette souris va être transformée en violet. Donc, c'est ce qui a été fait ici. Et donc là, maintenant, effectivement, j'ai fait la transformation. Et quand je vais voir mes séparations, j'ai maintenant ici une transformation, en fait, excusez-moi, plutôt en quadrichromie, mais je suis passé d'un gris vers un violet. Voilà. Des questions sur la partie couleur avant que l'on passe à l'élément suivant. Arnaud, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as… Ancrage dans les fichiers PDF. Pardon ? Est-ce que c'est possible de limiter le taux d'ancrage dans les fichiers PDF? Oui, absolument. Donc, en utilisant des device links, on a des device links de conversion on va dire, d'un certain référentiel à un autre. Il y a, d'ailleurs, il y en a aussi qui sont livrés dans le produit, des profils qui permettent de faire de la réduction de taux d'ancrage directement dans le produit. Donc, on va dire, on a un fichier qui est d'un certain taux d'ancrage et on applique un device link avec une réduction à 260% par exemple, et la conversion colorimétrique va s'effectuer pour atteindre ce taux d'ancrage. Merci Christian. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions. OK. Page et fond perdu. Un thème évidemment très très important pour nos métiers. Donc dans page et perdu, il y a tout un ensemble de choses que l'on peut faire. Donc il y a des choses qui sont extrêmement basiques et que vous imaginez bien qu'il est possible de faire. On est capable de faire de la rotation de page. Ici, vous avez une première page à 4. On peut faire une rotation à 180. On peut faire une rotation évidemment à 90 et autres. Et on peut réduire aussi le format de page, par exemple, d'un A4 vers un A5. Voire, si on le souhaite, on peut aussi faire de la remise à l'échelle non homothétique, comme dans le dernier cas. Si c'est accepté, eh bien, c'est utilisable. Alors, un cas d'école peut être, par exemple, parce qu'on a à faire des cartes de visite. Le client qui a uploadé la carte de visite c'est pas tout à fait au bon format, mais on accepte d'avoir une légère déformation entre l'horizontale et la verticale qui soit invisible, de l'ordre de peut-être 1, 2 ou 3%. Et si finalement on arrive à rentrer dans le format qui était attendu, avec une légère déformation qui ne soit pas perceptible à l'œil, eh bien, on pourra utiliser PDF Toolbox pour faire ceci et remettre au bon format le fichier reçu. Zone de page PDF, donc vous devez savoir qu'il y a 5 zones de page dans un fichier PDF. Hein, donc on a la zone de support, la zone de recadrage, la zone de trimbox, donc la zone de rognage, où ça dépend des logiciels, zone de rogne, la zone de fond perdu et la zone d'image. Donc ici, par exemple, on est capable de ne pas toucher le format d'une image, mais d'y rajouter des zones pour pouvoir matérialiser les zones de fond perdu, de pouvoir y ajouter des marques, de pouvoir ajouter du contenu à ces endroits-là. C'est typiquement ce qu'on fera régulièrement pour remettre au format
un document et y rajouter les zones nécessaires pour plus tard dans la production, par exemple pour de l'imposition qui se basera sur la zone de rogne du document, par exemple. Au niveau des pages elles-mêmes, donc on a la possibilité de séparer des pages, de fusionner, de réordonner les pages, etc. Ce qui peut nous permettre de faire ce genre d'exercice en ayant reçu un fichier qui était complet, qui allait de la première de couverture jusqu'à la quatrième de couverture avec l'intérieur, de pouvoir en fait en une seule action, en l'occurrence ici, avec un séparé fusionné, pouvoir isoler et récupérer un fichier de la couverture et un fichier de l'intérieur. Démonstration à nouveau sur la partie page et fonds perdus. Donc, je vais surtout me focaliser sur les fonds perdus. Je pense que vous me croirez si je vous dis qu'on peut facilement réordonnancer des pages. Ce n'est pas la partie la plus compliquée. Ce qui est plus intéressant, c'est la notion de fonds perdus et de ce qu'on peut en faire. Donc ici, si je pars sur un document tel que celui-ci, sur lequel il n'y a pas de fonds perdus comme on le voit, eh bien, on a la possibilité de rajouter un fonds perdu, par exemple, par miroir, qui est assez classique. Et donc, on voit qu'ici, quand on arrive à la zone de rogne, eh ben, le fonds perdu est repris en miroir du contenu qui était précédemment ici. C'est assez classique, mais ce qui peut être plus intéressant, c'est d'utiliser une fonctionnalité qui est pas si connue que ça finalement dans PDF Toolbox, qui est la notion de déformation, de stretching en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'au lieu de faire un miroir, comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand on a des formes ici arrondies, on va se retrouver avec des angles. C'est pas toujours idéal. Ici, on a une fonctionnalité qui permet d'étendre de manière beaucoup plus naturelle le contenu dans le fond perdu. Donc, c'est ce que je vais vous montrer ici. Voilà. Pardon, si je prends le miroir, ça va faire exactement ce que je ne voulais pas. C'est-à-dire, vous voyez qu'ici, on est parti en miroir et ce n'est pas tout à fait esthétique. Donc, je vais reprendre mon fichier et cette fois-ci, être suffisamment intelligent pour prendre le bon. Voilà. Et ici, quand je fais mon stretching, voilà, vous voyez qu'ici, les formes ont maintenant été déformées vers l'extérieur, mais qui donnent un rendu qui est beaucoup plus naturel et beaucoup moins perceptible quand on va avoir le document à imprimer. Et c'est plutôt un moyen qui est assez peu connu et qui est très efficace, car il a la particularité de fonctionner sur un grand nombre de documents. Là où le miroir peut très bien fonctionner quand vous allez avoir un bandeau, par exemple, que vous allez mettre en miroir, ce sera tout à fait invisible. Ici, dans ce cas-là, on va avoir quelque chose qui est plus naturel. Des questions sur cette partie-là, Arnaud? Alors, plutôt sur les pages. Oui. Est-ce qu'il est possible d'ordonner les pages en détectant le contenu de celles-ci? Absolument. Donc, effectivement, quand on sépare les pages, on peut les séparer selon une logique. On veut, par exemple, un fichier toutes les 2 pages, ou on veut un fichier de telle page à telle page, puis ensuite de telle page à telle page. Mais il y a aussi la fonctionnalité de pouvoir détecter du contenu sur des pages, donc par exemple un texte en particulier, et de dire automatiquement, on va séparer le fichier chaque fois qu'on va retrouver ce mot-là. Exemple, dans le transactionnel, on peut avoir un fichier qui contient tout l'ensemble des factures, par exemple, pour différents clients. Et on va dire, quand on va détecter tel texte qui correspond à la première page de la facture, on va découper. Ce qui nous permettra, par exemple, d'avoir un fichier PDF qui contenait 1000 factures. Et de ça, on va générer automatiquement 1000 fichiers PDF où chaque facture, par exemple, aura 3 pages et qui aura été séparée par ce mot-clé. Merci Christian. C'était à nouveau l'unique question. Ok. Donc, sujet suivant, ce que l'on appelle les formes. Dans le logiciel, dans la version anglaise, c'est ce qu'on appelle shape. Et donc, qu'est-ce que c'est que la partie forme? C'est qu'on va pouvoir définir une forme. Donc, par exemple, ici, vous avez cette slide à l'écran.
Allez, je vais définir une forme. Vous voyez, il y a un filet bleu qui est apparu, là-haut, qui en fait, pardon, qui reprend la dimension de la taille. Donc ici, par exemple, on pourrait dire, bah voilà, on a notre trimbox et on veut créer une forme qui soit exactement à la taille de la trimbox, c'est tout à fait possible. Mais on peut aussi définir des métriques d'un objet par rapport à un autre. C'est-à-dire que ici, par exemple, j'aurais pu dire, voilà, je veux créer effectivement un rectangle qui soit à la taille de la trimbox, mais qui soit à l'intérieur de 3 mm, par exemple, pour matérialiser une zone de sécurité ou pour simplement créer une forme. C'est tout à fait possible également. De la même manière, on va pouvoir aussi avoir des propriétés qui permettent de dire, bah oui, mais cette forme que je vais créer à partir de ma trimbox, je vais la créer de 3 mm à l'intérieur, mais je vais en plus y créer des coins arrondis. Et donc là, on va pouvoir aussi avoir d'autres propriétés qui vont permettre d'avoir quelque chose qui est déduit d'un objet du fichier PDF ou d'une zone d'un fichier PDF pour générer un autre objet. Ça peut être le cas, par exemple, aussi pour directement à l'intérieur du document, créer quelque chose. Ici, imaginons que ce qu'on a devant nos yeux est une enveloppe et on veut matérialiser la zone de fenêtre. Ben, c'est tout à fait possible avec la technologie des formes que l'on peut définir. On peut aussi aller dans le cloud. C'est très à la mode. Donc voilà un beau petit nuage de cloud. Et là, on va pouvoir créer aussi une forme à partir de cet élément-là. Donc ça veut dire que ce n'est pas uniquement des objets rectangulaires que l'on peut utiliser pour ce genre de choses. C'est clairement n'importe quel objet, aussi complexe soit-il, qui permette de générer une forme. Donc ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir récupérer des objets ou des groupes d'objets, créer des formes et après utiliser ces formes pour faire d'autres actions. Donc, quand on va utiliser nos formes, on va pouvoir effectivement créer un objet qui soit de type contour, comme ce que l'on a fait jusqu'à présent, mais ça peut très bien aussi être un objet qui est de type rempli. Là, en l'occurrence, c'est même rempli et un contour. Donc ça, on peut le faire tout à fait automatiquement. Voire, on peut utiliser aussi une forme, on crée cette forme et on l'utilise comme masque. Donc ici, en particulier, toujours la même forme que j'ai utilisée ici sur les trois objets. Sur le troisième objet, on l'a utilisé comme masque. Et il va donc masquer les contenus qui sont autour. Retournons à la démo. Donc ici, on a quelque chose qui peut être assez intéressant, qui est un cas qui est plutôt classique. De nouveau, un animal qui n'a absolument aucun lien avec David Van Driessen. Je crois que c'est son animal préféré. C'est probablement pour ça que je l'ai ici en fichier de test. Eh bien ici, imaginons que je veuille créer un vernis et avec un vernis qui déborde de ma forme pour assurer au niveau de l'impression. Donc là, eh bien, je peux parfaitement ici utiliser le contour des objets que j'avais ici pour mon pingouin pour générer ce vernis en overprint avec un certain débord. Donc ça veut dire qu'on peut faire effectivement du vernis, du blanc de soutien, ça aurait pu être en retrait, donc on a un peu tous les cas de ce type-là. Et on a possibilité effectivement d'utiliser encore une fois du contenu du fichier pour en générer d'autres éléments. Des questions avant que je passe à la partie imposition? On n'a pas de questions pour ça. Pas de questions. OK. Alors, allons sur la partie imposition. Voilà, donc le moteur d'imposition, un moteur très important dans PDF Toolbox, parce que évidemment, vous imaginez bien que ça va être capable de faire ce qu'on appelle typiquement de l'imposition. Donc ici, par exemple, on a un step and repeat de notre carte de visite. Donc, toutes les possibilités d'imposition classiques effectivement, pour pouvoir imposer des bouclettes, pouvoir faire du step and repeat, du cut and stack. Toutes les choses assez classiques sont livrées avec le produit et que vous pouvez utiliser directement. Et puis après, vous pouvez aussi utiliser ce moteur pour faire des choses spécifiques
Et là, à ce moment-là, le moteur, à nouveau, est basé sur JavaScript. Donc, vous pouvez écrire du code JavaScript pour personnaliser ce moteur d'imposition, pour faire des choses qui sont tout à fait spécifiques et qui peuvent même sortir du cadre de l'imposition. On verra quelques exemples tout à l'heure, mais où on va utiliser cette technologie, en tout cas, pour quelque part utiliser des objets, les redimensionner et les positionner sur la page. Donc ici, imposition step and repeat, mais par exemple, autre chose que l'on peut faire avec l'imposition, qui est par exemple ici à partir d'une affiche 4 par 3, eh bien, on veut par exemple sortir les différentes bandes. On va découper notre fichier en bandes de 1 mètre par 3 mètres, et ça, avec l'imposition, on va être capable de le faire. On pourra d'ailleurs le faire en rajoutant des zones de recouvrement et de dire je ne veux pas exactement 1 mètre, je veux partir du bout, mais je veux 1 mètre plus tant de centimètres qui se recouvrent, et sur les tuiles du milieu, avoir des deux côtés, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible avec le moteur d'imposition. Je vais vous montrer quelques exemples autour du moteur d'imposition. Donc on va effectivement commencer par classiquement le step and repeat. Voilà, donc ici par exemple, j'ai un sticker avec son tracé de découpe, et imaginons que je veux effectivement remplir une page A4 de ces stickers. J'ai ici utilisé l'imposition qui, dans son step and repeat, a calculé combien de répétitions il pouvait mettre dans la largeur et dans la hauteur pour répéter cet objet, selon certaines règles, avec une gouttière entre chaque élément, etc. Et ici, en plus, on a injecté de l'information qui apparaît en bas dans un pied de page, avec quel est le nom du document, combien il y a de pages. Ici, on l'a fait sur une seule page, on aurait pu le répéter sur plusieurs pages, et le nombre de stickers qui ont été calculés, puis imposés sur la feuille, en l'occurrence ici, 28. Deuxième exemple. Voilà, ici j'ai une couverture où j'ai effectivement première, deuxième, troisième et quatrième de couve. Et je veux imposer ces documents en laissant l'espace nécessaire pour le dos. Donc ici, on a la possibilité de faire effectivement une imposition qui va utiliser dans ce cas-là une variable. Donc si ici je lance mon imposition, il va me demander quelle est l'épaisseur du dos. Et donc ici, je peux saisir cette information. Donc si je suis dans un client desktop comme ici, je vais avoir un menu qui apparaît et je vais saisir les informations directement dans le document. Et puis, si je suis en automatisation, avec par exemple PDF Toolbox serveur avec des hot folders, ou avec le CLI où je vais pouvoir passer les paramètres, ou via Switch par exemple où je vais récupérer des variables et les passer à PDF Toolbox, à ce moment-là, de manière dynamique, on va pouvoir faire cette imposition avec une épaisseur de dos qui sera variable en fonction de la valeur qui aura été passée par Switch, par le CLI, ou ici en le tapant directement. Donc ici, quand je fais mon imposition, il a effectivement positionné les deux pages et il a laissé l'espace au milieu des 10 mm demandés pour l'épaisseur du dos. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on peut aussi faire des choses moins imposition, on va dire, mais utiliser le moteur d'imposition pour faire un certain nombre de choses. Ici, c'est un exemple qu'on avait par rapport à un dossier client. Ici, vous avez en fait une nappe sur laquelle il y a différents visuels. Et ici, on a effectivement les informations, on a les zones imprimables. Et à partir de ce document-là, on va pouvoir, en utilisant le moteur d'imposition, recréer un nouveau document qui va récupérer les éléments imprimables et les positionner sur une feuille. Donc ça a été complètement fait par le moteur d'imposition qui a récupéré les différentes zones et les a positionnées sur un schéma d'imposition pour n'en garder que les éléments sur lesquels il y aura de l'impression et sur lesquels on peut du coup se servir de ceci comme template
pour pouvoir aller y mettre le graphisme que l'on souhaite. Des questions sur cette partie-là? Oui. Oui. Est-ce qu'il est possible de gérer la chasse d'une brochure? Oui, absolument. Donc, tous les paramètres de… alors, je vais sortir mes mots en anglais parce que j'ai l'habitude de travailler en anglais. Donc, tout ce qui est creep et shingling, pour les experts de l'imposition, même si c'est en anglais, ils identifieront. Il y a donc chasse là-dedans, sont effectivement tout à fait paramétrables dans le moteur d'imposition de PDF Toolbox. Okay. Merci, j'ai une question. D'autres questions? Non, c'était la seule question. Oui, qui est une question effectivement importante à partir du moment où on va faire par exemple, des brochures, etc. OK, donc, dernier thème pour cette matinée. La partie ajout de contenu, fonctionnalité dite place content dans PDF Toolbox. Donc, ce moteur-là, en fait, va permettre d'ajouter des éléments dans un fichier PDF. Donc là, ça va être, au niveau des slides, ça va être extrêmement simple. Vous avez un PDF, vous passez dans les correctifs d'ajout de contenu et on rajoute des éléments sur le PDF. Donc, ça peut être tout type d'éléments. Ça peut être du texte, ça peut être des codes barres, mais au-delà de simplement injecter des éléments, on va pouvoir recréer toute une mise en page. Je vais vous le montrer avec deux exemples de proofsheet, de BAT, qui permettent, dans une combinaison d'imposition et d'ajout de contenu, de faire des mises en forme très élaborées. Donc ici, retournons à la partie démo. Donc ici, par exemple, je reprends mon petit booklet ici et je vais dire, par exemple, en page 2, ici, je vais vouloir insérer un code barre, en l'occurrence ici, un ISBN. Et voilà, donc ici, le code barre a été directement ajouté. Donc, ce n'est pas une image, ce n'est pas une police code barre, c'est du vectoriel. Et le texte qui représente le chiffre correspondant au code. Donc là, dans cette injection de code barre, on a tous les éléments nécessaires pour faire un code barre de qualité avec tous les paramètres de réduction de barres, etc., de génération de la bonne hauteur, etc. Donc tout ça, c'est géré par le moteur. Qui permet d'injecter ici, on a injecté un code barre 1D, type ISBN. On peut injecter tout type de code barre 1D et 2D. Donc 2D, QR code, data matrix, etc. Data matrix carré et rectangulaire, d'ailleurs, au passage. Voilà. Et pour la partie BAT, qui est assez intéressant. Donc, je vais reprendre mon image de tout à l'heure et je vais créer ici un BAT. Là, on va me poser un certain nombre de questions parce que je suis dans le desktop. Voilà. De savoir quel est le type de coupe, etc. Ce sont des éléments que nous avait demandé le client pour mettre sur son BAT. Évidemment, dans un contexte d'automatisation, on va avoir ces informations qui seront directement transmises comme variables par le CLI, par switch, etc. Et donc, il n'y aura évidemment pas à saisir ces informations-là, mais elles seront directement envoyées, voire on pourrait avoir un calcul qui est fait par JavaScript à partir d'informations récupérées du Web2Print, par exemple. Donc ici, comme vous le voyez, on a fait une mise en forme sur la base d'un A4. Donc, on a remis le document, il a été redimensionné pour que ça rentre dans cette feuille A4. D'ailleurs, le taux de réduction est indiqué ici sur le document, 87%. Et puis, on a récupéré un certain nombre d'informations que l'on a injectées dans le document. On a aussi récupéré
la liste des couleurs, des séparations du document. Donc, on a le CMJN et puis on a 3 séparations, text en silver, slogan text et cutline, qui ont été en fait parsées par le moteur de PDF Toolbox, puis injectées directement ici comme information. De la même manière que ici, vous avez un pictogramme qui correspond au sens de déroulement. Et là, c'est par rapport à l'information que l'on a passée en disant quel était le sens de déroulement que l'on attendait, que le pictogramme a été choisi parmi une liste de pictogrammes pour être injecté dans le BAT mis en forme. Donc, si je prends à nouveau le même document, mais que j'y applique une autre mise en forme, par exemple, voilà, donc ici, vous voyez qu'il demande un petit peu plus d'informations. Je vais garder ce qu'on avait rentré ici par défaut. Mais encore une fois, ça peut être passé directement par variable. Voilà, ici, vous avez une autre mise en forme où, par exemple, on a listé ici que les spot color et on a mis un logo ici pour le CMYK sur la partie au milieu à gauche ici pour le schématiser. Et de la même manière, ici, par rapport au sens de déroulé, au lieu d'avoir un picto qui s'injecte qui est différent à chaque fois, ici, ils ont choisi d'avoir la totalité de ce qu'il était possible et puis d'entourer en fait le cas qui s'applique à ce document-là. Donc, ça, c'est tout ça pour vous dire que ici, on se retrouve avec des documents que l'on peut mettre en forme absolument sous n'importe quelle forme, globalement. Vous pouvez redimensionner des éléments, vous pouvez les répéter, vous pouvez extraire des séparations, vous pouvez aller parser les tons directs ou n'importe quelle couleur et l'afficher sur le document, aller injecter des pictogrammes, du texte, des codes barres, des data matrix et mettre ça dans un format de page que vous déterminez. Donc ici, clairement, ont été utilisés à la fois l'ajout de contenu, place content, pour injecter un certain nombre d'informations, et le moteur d'imposition pour le positionnement des différents éléments. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Est-il possible d'injecter du texte et ensuite de l'outline dans le PDF? Absolument. Donc, si on injecte du texte, c'est du texte vivant. Donc là, justement, dans l'injection, on choisira quelle est la police qu'on veut utiliser, le corps, la graisse, la couleur, etc. Et donc, on pourra le mettre dans le document. Et ensuite, on pourra utiliser les fonctionnalités de vectorisation de police qui existent dans PDF Toolbox pour pouvoir, à ce moment-là, en faire un texte vectorisé. On pourra d'ailleurs utiliser la notion de plan de traitement, qui est une fonctionnalité spécifique de PDF Toolbox, qui est un flux conditionnel quelque part au niveau du PDF qui permet de dire je vais chaîner des actions et je vais éventuellement, même de manière conditionnelle, dire s'il se passe ça, je fais ça, s'il se passe ça, je fais ça. Et là, en l'occurrence, ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait un plan de traitement qui ferait l'injection des différents éléments suivi d'une deuxième action qui serait la vectorisation des textes, que l'on peut d'ailleurs conditionner à certaines règles et de dire si c'est telle police ou si c'est au-dessus de tel corps, en dessous de tel corps, de telle couleur, tel positionnement, on vectorise. Donc on pourrait en plus le faire non pas de manière globale pour l'ensemble des polices, mais en plus avoir une sélection spécifique de certains éléments que l'on souhaiterait vectoriser dans ce cas-là. D'autres questions? Oui, comment mettons au point le template de mise en forme? Alors, le template de mise en forme, donc ici, la technologie qui est utilisée pour la partie place content, ajout de contenu, c'est une technologie HTML. Donc, en fait, le principe, c'est de d'écrire une description de page en HTML CSS. Et puis, il y a des bibliothèques spécifiques avec des fonctionnalités qu'a écrit Calas qui permet d'y affecter
des paramètres qui soient purement PDF, c'est-à-dire la notion justement de page, ce qui n'existe pas dans le web, de zone de page, de séparation couleur, donc de pouvoir injecter quelque chose qui soit spécifiquement CMJN par exemple avec certaines valeurs, des tons directs, etc. Donc le moteur en fait lui va utiliser ce template HTML et dans lequel on pourra injecter par exemple des variables, c'est-à-dire qu'on dira à tel endroit, à tel positionnement, le texte va venir, et ensuite la variable enverra l'information de quel est le texte que l'on veut faire, et le moteur du mélange de ce template, de la CSS de style, des variables qu'on lui donne, va le transformer en PDF et va donner le résultat qu'on a ici à l'écran. Merci Christian. Il y a une question à nouveau sur le texte. Est-ce que le texte injecté a la possibilité de faire du texte wrap? Très bonne question, parce que en PDF, on n'a pas la notion de bloc, on n'a pas la notion de texte qui coule, et donc effectivement, si on injecte du texte simplement, ben, on va avoir notre ligne de texte. Ici, on est dans une technologie HTML, donc ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser les possibilités de l'HTML pour créer notre bloc et d'avoir notre texte qui se positionne correctement dans le bloc dans la partie HTML. Puis ensuite, ce sera converti en PDF. Donc évidemment, quand ça arrivera dans le PDF, on n'aura plus la notion de bloc et de texte qui coule. On ne pourra pas le modifier, il continue de couler, puisque ça n'existe pas dans la spécification PDF. Mais ça aura été fait en amont, puis ensuite injecté dans le bon positionnement. Très clair, merci Christian. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Donc si vous avez des questions, ben, on arrive bientôt à la fin de la présentation. Je vais vous laisser des questions. On arrive même plus que bientôt, on est vraiment dans la partie questions. C'est le moment de vous lancer. Voilà, de poser les dernières questions si vous en avez. Je regarde s'il y a de nouvelles questions. En tout cas, merci pour votre temps et votre intérêt sur cette solution PDF Toolbox de Calas. Sachez que cette présentation donc, a été enregistrée, elle sera mise à disposition sur la chaîne YouTube de Calas. Et nous sommes à votre disposition si vous avez des questions offline à nous poser, bien évidemment. Encore une nouvelle fois, merci. Merci aussi beaucoup, Christian, pour cette présentation extrêmement claire. Et je vous dis à tous à très bientôt. Merci à vous, à très bientôt. Ah, ok. Merci. Merci pour les commentaires. Merci. Merci pour le commentaire.